Vendredi 5 juin 2020. Sur le vif, le balado du Crimis, épisode 10. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Catherine Charron, chercheuse au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et membre du GIREPS, groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. Alors, bonjour Catherine Charron. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de vos études doctorales en histoire, vous vous êtes intéressée à la transformation des activités de l'espace domestique en travail rémunéré et plus particulièrement aux impacts de cette transformation dans le parcours du travail des femmes. Qu'est-ce que la crise sociale et sanitaire actuelle met en relief en lien avec le travail domestique rémunéré ou non rémunéré? Ben, on dit souvent que les crises agissent comme des révélateurs sociaux. Hein. Je pense que la crise de la COVID a révélé au grand public que notre système sanitaire repose sur le travail d'un grand nombre de femmes, de travailleuses peu professionnalisées, puis qui travaillent à petit salaire, puis dans des conditions particulièrement pénibles, comme les préposés aux bénéficiaires. Mais à l'extérieur des établissements de soins, la société, en général, l'existence, la vie humaine repose aussi sur le travail de soins des personnes, mais aussi d'entretien des milieux de vie. Ce travail-là est parfois rémunéré, ce travail-là est souvent non rémunéré aussi. Ce travail-là est réalisé de toutes sortes de manières dans les familles, dans les communautés, de façon informelle par les proches aidants, par les bénévoles, par les parents, par les grands-mères, par les voisines. C'est tout ce que certains chercheurs appellent l'état-providence invisible, c'est-à-dire tout ce qui vient appuyer ou vient compléter un ensemble de structures là, qui ont été mises en place pour assurer le bien-être de la population puis qui sont la face officielle de l'état-providence. Mais toute cette structure invisible-là, de travail invisible, a pas disparu avec l'institutionnalisation des soins. Elle existe parallèlement à toute cette structuration-là dans les établissements. Puis la crise actuellement, je pense, elle permet en partie de révéler cet état-providence invisible-là, même si c'est pas dans toutes ses dimensions, puis c'est parfois de façon paradoxale aussi. Puis, selon vous, comment les femmes sont plus particulièrement touchées par la crise? Elles le sont comme travailleuses en première ligne dans le système socio-sanitaire, que ce soit dans les CHSLD, que ce soit aussi dans d'autres établissements comme des résidences privées, mais également qu'elles soient travailleuses à domicile, qu'elles travaillent pour des agences de placement, pour des entreprises d'économie sociale, qu'elles soient travailleuses autonomes. Et aussi, pour un assez grand nombre d'entre elles, elles sont des travailleuses informelles qui sont dans un rapport de gré à gré avec leur employeur. Donc, des travailleuses souvent au noir qui sont dans une situation, pour leur part, particulièrement difficile dans le contexte actuel. Parce que si elles continuent de travailler chez des particuliers, pour faire des ménages ou pour apporter des soins non professionnalisés, elles sont particulièrement à risque, évidemment, de contracter la maladie. Mais, d'autre part, elles n'ont aucune protection de leurs revenus si elles perdent leur emploi ou si elles renoncent à leur emploi. Donc, ce sont des travailleuses dans le secteur informel qui sont complètement invisibles aux yeux du système de protection sociale et du système de protection de l'emploi. Puis les femmes, d'un autre côté, sont également touchées parce qu'elles sont les principales pourvoyeuses de travail domestique et parental non rémunéré dans les familles. Alors, la fermeture des établissements et leur réouverture partielle des établissements de services de garde, les écoles, etc., ramène dans la famille la partie de cette prise en charge-là qui était collective, ce travail-là qui était collectif, et le ramène dans un contexte où les ressources d'aide de proximité sont réduites. Les grands-mères sont plus là pour donner un coup de main, etc. Alors, pour revenir à cette notion-là d'état-providence invisible, je pense que en ce qui concerne les jeunes enfants, la crise permet de constater que les différentes mesures et politiques qui ont été mises en place dans le dernier demi-siècle autour de la politique familiale a jamais abouti à une véritable responsabilisation collective envers les enfants, puis encore moins une remise en question des rapports sociaux qui assignent aux femmes la responsabilité de cette prise en charge-là quotidienne. Alors, on voit actuellement combien
les complications reliées à la fermeture des établissements retombent sur les épaules individuelles des familles et des mères en particulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la place du travail domestique rémunéré dans le monde du travail contemporain? En fait, dans toute l'histoire de la société industrielle, on constate que les emplois domestiques ont constitué des formes d'emploi en marge du salariat d'une certaine manière. Notamment pendant une bonne partie là, du 20e siècle, par exemple, le service domestique a été un emploi très courant pour les jeunes filles de milieux populaires. On en a toutes dans notre famille. Faire des ménages, c'était aussi une occupation courante pour les mères de famille ou les femmes plus âgées. Et disons que le travail domestique rémunéré a jamais été considéré comme un vrai travail, mais plutôt comme une occupation qui se situe plus ou moins dans le prolongement des activités domestiques non rémunérées dans la famille, puis qui permet aux femmes de survivre économiquement sans véritablement faire partie du salariat. Donc, plus tardivement, au 20e siècle, il y a eu un mouvement de professionnalisation d'un certain nombre de métiers très, très massivement féminins et des métiers qui sont associés à ce qu'on appelle la reproduction sociale ou le care, comme on dit des fois, comme le métier d'infirmière, par exemple, puis plus récemment, le métier d'éducation à la petite enfance. Puis c'est les luttes des travailleuses, notamment dans les syndicats, qui ont permis à ces métiers-là d'être davantage reconnus, surtout dans le secteur public. Puis c'est bien sûr une lutte qui reste inachevée. Mais parallèlement à ce mouvement de professionnalisation, disons à l'autre bout du continuum des métiers domestiques, le travail domestique rémunéré prend toutes sortes de formes plus informelles. Dans le cadre domestique, que ce soit du gardiennage, du ménage à domicile, de l'aide à domicile non professionnalisée. Puis ce travail-là continue encore de nos jours d'être une occupation de survie pour un grand nombre de femmes, et tout particulièrement des femmes qui ont une situation économique plus précaire ou qui ont peu accès finalement à d'autres univers d'emploi plus rémunérateurs et plus reconnus. Bref, juste pour boucler, disons qu'aujourd'hui, toute cette nébuleuse-là d'activités que certaines personnes appellent des métiers liés à la reproduction sociale, par opposition à la production, des activités productives, toute cette nébuleuse-là est formée de travailleuses qui se situent donc sur un continuum entre l'entraide et l'emploi. Puis du côté non professionnalisé de ce continuum-là, ce sont des occupations qui continuent d'être particulièrement invisibles, puis même, j'irais même jusqu'à dire, disqualifiées socialement. Puis comment anticipez-vous l'évolution de la crise? Actuellement, le monde du travail est dans un moment de réorganisation. Cette réorganisation-là se fait au prix d'un empiètement du travail sur la vie familiale et sur la vie privée. Puis là, on peut penser, j'y reviens, au télétravail imposé à grande échelle, mais aussi à l'école à la maison, aux conséquences du fait que différentes structures de prise en charge collective des enfants sont plus accessibles. Puis je pense qu'il y a réellement un risque d'une certaine reprivatisation des charges familiales, alors que le mouvement féministe lutte depuis des générations, au contraire, pour politiser la sphère privée, puis pour mettre en cause la division du travail domestique. Puis cette situation-là, dans la famille, a des conséquences pour les femmes, sur qui repose donc en grande partie l'organisation de la vie familiale. Ça a des conséquences sur leur situation économique, ça a des conséquences sur leur santé, ça a des conséquences aussi sur leur participation à la vie politique et sociale. En fait, ça a des conséquences globalement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une situation qui potentiellement exacerbe les inégalités. Puis on commence déjà à voir les impacts. On apprenait récemment que non seulement les femmes, on savait que les femmes sont plus nombreuses à se retrouver au chômage du fait qu'elles sont sur le marché du travail, sont plus nombreuses dans les emplois précaires, atypiques et dans des secteurs à risque. Mais on apprenait aussi récemment qu'elles sont plus nombreuses depuis quelque temps à renoncer à leur emploi pour s'occuper des enfants pendant la crise. Alors ça, c'est une illustration là, d'une tendance qui est en train de se dessiner. Est-ce que cette crise nous permettra de tirer, selon vous, certains apprentissages quant à la question du travail de soins? Espérons que ça ouvre la porte à une meilleure reconnaissance du travail non professionnalisé de soins. Il y a un certain espoir en ce sens-là, mais il va falloir problématiser davantage, à mon sens, la question du partage, de l'organisation sociale globale de ce travail-là. Parce que sinon, le risque, ça va être d'arriver à une reconnaissance
qui est superficielle, une reconnaissance en fait qui est conjoncturelle, puis on le voit un peu actuellement là avec le focus exclusif sur les préposés aux bénéficiaires, alors que c'est l'ensemble des métiers du soin qui sont concernés. Je pense que c'est un travail qui va rester invisible tant que sa répartition va être fondée sur les inégalités sociales, ce qu'elle est actuellement puis ce qu'elle a toujours été. Tant que ça sera un travail qui va être finalement accompli essentiellement par des femmes, puis particulièrement des femmes pauvres, des femmes racisées ou des femmes sans statut. Alors, pour reprendre les termes d'une chercheure de Silvia Federici qui a publié et réfléchi énormément à cette question-là, je pense qu'il va falloir à la fois déféminiser, si on veut, et collectiviser le travail de reproduction sociale. Puis, fondamentalement, une réelle reconnaissance va impliquer de rompre avec la logique économiste qui est dominante actuellement. C'est un changement assez radical là, vers une économie fondée sur les besoins que ça va nécessiter. Je pense que la crise actuelle met à l'ordre du jour ces enjeux-là, permet de discuter de cette utopie-là et de la faire progresser. Le risque, bien sûr, c'est toujours d'en escamoter la dimension structurelle et antagonique, là, si on parle de la question du travail, de la division du travail. Catherine Charron, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.